Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Sécurité au Mali, plus de 130 morts à Ogosagou dans la région de Mopti, des dégâts matériels importants, des chefs militaires relevés de leurs fonctions et l'annonce de la dissolution du mouvement d'autodéfense d'Anna Massagou par le gouvernement malien. Le week-end a été triste dans le pays. Qu'est-ce qui se passe dans la région de Mopti? C'est la question qui brûle des lèvres et nous allons l'aborder dans ce grand dialogue. Nos invités sont Marcelin Guéguéré, porte-parole du mouvement d'autodéfense d'Anna Massagou, Dr Ali Tunkara, sociologue, et Mahmoudou Bokoum, directeur de la radio Kaoural de Mopti. Je suis Mohamedou Touré, chers auditeurs, téléspectateurs et internautes. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Mahmoudou Bokoum, vous êtes journaliste, vous êtes directeur de la radio Kaoural. Vous étiez à Mopti ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé à Ogosagou? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci pour cette question. Ce week-end, la région de Mopti s'est vraiment réveillée dans la tristesse. Tristesse pour qui se rappelle ce samedi noir, parce que le samedi vers 23, je crois, vers 5 h du matin, le village de Ogosagou dans le cercle de Bankas qui a été attaqué. Pratiquement le dégât est très important. C'est une désolation parce que un bilan très triste avec plus d'une centaine de personnes qui ont perdu leur vie, des greniers calcinés, des animaux vraiment brûlés partout et une trentaine de blessés qui se trouvent actuellement même au niveau de l'hôpital Sominé Dolo de Mopti. Vraiment le bilan est réellement triste. Donc la région est très endeuillée en ce moment, en ces derniers temps-ci, pour qui se rappelle de l'attaque de Djoura une semaine après celui de Ogosagou. Un peu un peu par le temps passé, on se souvient aussi des Koulogo. Donc vraiment la région pour cette année 2019 connaît beaucoup de souffrances à travers ces attaques qui se multiplient et on cherche à situer la responsabilité. Alors plus de 130 morts. Je rappelle que nous avons tenté de compter parmi nos invités un représentant du gouvernement, mais nos tentatives sont restées vaines. Alors Dana Massagou, dont vous êtes le porte-parole, est accusé d'être l'auteur de cette attaque. Êtes-vous coupable? Non. Expliquez. Ok. Bonjour à tout le monde. Au niveau de Dana Massagou, nous sommes très très indignés aussi de constater cette barbarie. Et nous avons fait un communiqué pour présenter nos condoléances aux familles des victimes et aussi prompt rétablissement aux blessés. Et nous avons été accusés tout simplement parce que il paraît qu'il y avait des gens habillés en tenue d'Onzo. Alors pour qui connaît le pays d'Ogon, pour qui connaît le Mali, pour qui connaît partout, les tenues traditionnelles d'Ozo sont sur les marchés. Et certainement des bandits, des terroristes ont dû utiliser ces tenues pour faire croire que c'est des Dogons qui ont fait cet acte. Et nous, en tout cas, nous sommes fermes là-dessus. Ce n'est pas le mouvement Dana Massagou qui a causé cet acte. Et si c'est le cas, nous demandons au gouvernement de faire des investigations, de traquer et d'arrêter tous les auteurs. Vous dites si c'est le cas, est-ce que ça veut dire que vous doutez un peu, je ne doute pas. Nous avons été clairs. Nous avons été les premiers à faire la démarche pour aller vers la paix. Nous avons demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions parce que nous, de notre côté, nous avons pris l'engagement de faire un accord unilatéral de cesser le feu. Nous avons demandé à tous les chasseurs d'être cantonnés et on les a tous cantonnés. Ils sont tous bien cantonnés. Alors, malheureusement, il n'y a pas d'autres interlocuteurs de l'autre côté qu'on a pu cantonner. L'autre côté, c'est-à-dire les assaillants de tout genre.
Il y a beaucoup de milices. Quand on a parlé du DDR... Justement, il y a beaucoup de milices. Pourquoi, voilà, on s'est rendu compte... Pourquoi les autorités maliennes ont annoncé la dissolution de Dana Amassagoum? Parce que nous ne sommes pas une milice. Ils ne peuvent pas dissoudre une milice. J'ai pas compris. Vous n'êtes pas une milice? Non, nous sommes un groupe qui se défend et qui défend ses populations contre des attaques venant d'ailleurs. Nous sommes attaqués. Mais pourquoi les autorités maliennes indexent Dana Amassagoum? Oui, parce que quelque part, c'est nous qui sommes craints. Nous sommes chez nous, on veut nous déloger, et quand tu viens, tu trouveras face à toi quelque chose de très lourd. Tu ne peux pas. Donc, il faut affaiblir cette présence de Dana. Parce que les Dana, quand même, pour ceux qui le savent, nous sommes des traditionnalistes. Nous sommes fidèles à nos mœurs et à nos coutumes. Donc, notre éducation et notre coutume ne peuvent pas nous permettre de faire des exactions de ce genre. Donc, nous ne sommes ni de loin, ni de près liés à cette attaque de Ourossogou. Comme cela a été le cas de Kounloko. À Kounloko, il y a eu une bavure comme ça, le 1er janvier, l'année a commencé avec ça d'ailleurs, et à Kounloko, ils ont dit que c'était Dana Amassagoum aussi, parce qu'ils disaient qu'il y avait des présences des gens en tenue traditionnelle d'Ozo. Ils ont arrêté une quarantaine de nos éléments qu'on a amenés à Mopti, on les a bouclés là-bas. Ils ont fait des enquêtes, et là aussi on a fait un communiqué pour condamner et demander au gouvernement de traquer. Après un mois d'enquête, ils se sont rendus compte que ce n'était pas Dana Amassagoum qui était l'auteur de l'acte. Ils ont relâché nos éléments. D'accord, nous allons y revenir. Docteur Ali Tounkara, vous avez mené une étude sur cette situation au centre du pays. Savez-vous ce qui se passe dans cette partie du pays? Bon, concrètement, on ne va pas identifier les acteurs parce qu'on n'a pas de preuves tangibles nous permettant d'arriver à cet effet. Mais une chose est sûre, les dynamiques conflictuelles sont une évidence à Mopti, lesquelles dynamiques opposeraient de façon tout à fait sérieuse les Dogons et les Peuls. Ça, c'est une certitude. Alors maintenant, je pense qu'il est important quand même de rappeler très rapidement que cette insécurité a commencé depuis 2012, mais elle s'est quand même aggravée à partir de 2015 avec l'émergence de la Katiba d'Ahmad Nkoufa, qui est lui-même Peul. Ahmad Nkoufa, il faut quand même le rappeler, il était un prêcheur qui a quand même une sorte d'aura, il est très écouté par toute la raison, qu'on soit Peul ou Dogon, enfin tous ceux qui parlent la langue Peul ont une estime vis-à-vis justement de son intelligence théologique. Donc de ce fait, beaucoup de jeunes Peul ont été enrôlés à partir de 2015 par sa Katiba. Cela aussi s'explique par le fait qu'il y a quand même une proximité anthropologique, le fait qu'ils sont tous Peul, les Peul aussi sont quand même majoritaires au regard des autres ethnies dans la région. Donc en dépit du numérique, il faut le rappeler. Beaucoup de discours vous diront que Peul et Dogon ont toujours cohabité dans la symbiose. J'ai dit tout le temps aux gens de relativiser ce qu'ils entendent par symbiose et ce qu'ils entendent par cette cohésion dont les deux communautés ont toujours fait l'objet. Je reconnais que la cohabitation est une certitude du point de vue géographique, mais quand vous allez dans ces différentes localités, ne serait-ce que par le positionnement géographique de ces deux communautés, ça vous renvoie à des clichés quand même, ça vous renvoie justement à des préjugés, lesquels préjugés et clichés sont extrêmement importants dans la compréhension dynamique conflictuelle en cours. Pour faire simple, ce sont des frustrations qui vont être récupérées par la Katiba d'Ahmad Nkoufa et d'autres mouvements radicaux, violents. Et ce sont aussi toutes ces tares liées à l'insuffisance ou à la mauvaise présence des agents de l'État dans ces différentes localités, et notamment l'institution judiciaire qui est quand même décriée, qu'on soit Peul ou Dogon. Et ce sont ces frustrations également qui vont être même récupérées par les populations elles-mêmes en se sentant parfois d'être lésées par l'État central. Il faut quand même le rappeler ici, peut-être que Dana Amassagoum pourra le confirmer avec moi. Lorsque l'État a quitté le centre du Mali en 2012, il n'était pas quand même contre l'émergence des milices, lesquelles milices avaient pour mission essentielle de combler le vide sécuritaire que l'État avait laissé derrière. Donc c'était en gros une sorte de rempart contre la montée des groupes radicaux et dans le même temps aussi de s'opposer à l'avancée des indépendantistes du MLNA.
Donc je pense que dans un premier temps, les milices avaient une mission qui apparaissait aux yeux de l'État légitime. Mais au bout du tunnel, on s'est rendu compte que ce sont ces mêmes milices-là qui avaient été, d'une manière ou d'une autre, quand même épaulées par l'État, qui sont même, si vous voulez, qui rendent aujourd'hui d'ailleurs le retour de l'État tout à fait difficile dans pas mal de localités. Mais ce qui me paraît quand même important pour la saisie des dynamiques conflictuelles, c'est de sortir du déni. Aujourd'hui, on est d'accord que beaucoup vont avancer l'hypothèse du complot où on serait téléguidé ou manipulé par l'étranger. Je ne peux pas exclure l'hypothèse, mais je pense fondamentalement les dynamiques conflictuelles, elles sont plus liées à l'accès aux ressources naturelles, elles sont plus liées justement à la question de la gouvernance locale. Quand vous allez dans ces différentes localités, vous allez vous rendre compte quand même que les Peuls se sentent majoritairement exclus de l'accès à la gouvernance locale. Et entre Peuls aussi, il faut quand même le rappeler, les premières victimes de ces différents mouvements radicaux étaient des chefferies traditionnelles Peuls, il faut quand même le rappeler. Mais en dépit de cette exclusion quant à l'accès au foncier, quant à l'accès à la gouvernance locale, il faut quand même le rappeler à juste titre, à combien les agents de l'État dans cette région sont quand même mal perçus par les populations. Elles ont la ferme conviction que ces agents rendraient la justice à géométrie variable. Donc ce sont ces sentiments, entre autres, d'injustice, ces sentiments, ces préjugés, ces clichés entre les communautés qui expliqueraient aujourd'hui pourquoi ces deux communautés ont du mal à s'entendre aujourd'hui. Alors, je reviens à vous, monsieur Guéguéré. Il y a aujourd'hui l'association Tabital Poulakou qui a fait un communiqué qui estime que c'est une agression barbare et meurtrière de la part de la milice terroriste et génocidaire d'Anna Amasagoul, faisant au moins 150 victimes civiles de l'ethnie Peul. Alors, je voudrais savoir, à Ogosagou, est-ce qu'il y a des Peuls seulement ou est-ce qu'il y a des Dogons également? Ogosagou, c'est un village comme les autres. Quand vous allez au pays Dogon, vous allez trouver pour la plupart, chaque gros village a un petit hameau Peul. Les Peuls et les Dogons cohabitent comme ça depuis de grands temps. Alors, pour vous dire que à Ogosagou, Peul et Dogons vivaient et vivent toujours ensemble jusqu'à l'autre jour où d'autres Peuls sont venus les ravager tous. Ce ne sont pas des Dogons qui les ont attaqués. Ça, j'ai cette ferme conviction. Est-ce que parmi les victimes, il y a des Dogons? Mais puisque nous n'avons pas eu accès à toutes les victimes, on ne peut pas dire qu'il y avait des Dogons ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est un village Peul. Et pratiquement, ils sont tous Peul. C'est ce que je puisse vous dire. Est-ce que Dana Amasagoul est présent dans cette zone? Ce n'est pas... Justement, vous savez que nous avions déclaré, quand certains disaient que Amadou Koufa est mort, nous, au niveau de Dana Amasagoul, nous avons alerté que Amadou Koufa n'est pas mort. Parce que le pays Dogon, sur le côté où il y a eu l'attaque aujourd'hui, l'autre jour, est un peu vers le pays Samo, Dafin et tout. Burkina. En partant vers le Burkina, la zone de Baï, à partir de Koundoko, vous rentrez dans cette zone. Et les Dogons sont un peu plus en bas. Ogosogou fait partie des derniers villages frontaliers avec cette zone. Et c'est dans cette zone-là que beaucoup de Dogons se sont retrouvés pour les terres fertiles. Ils ont quitté vers le nord du pays Dogon, vers l'est, pour monter vers là-bas, ça c'est le Grand Sud, pour aller chercher la terre qui est encore meilleure. Alors, tous les petits villages Dogon là-bas ont été incendiés un à un. Et il n'y a plus de Dogon dans cette zone. Donc, est-ce que la question de ressources naturelles dont parlait Dr Ali Tunkara se pose? Justement, parce que les terres sont fatiguées. Les gens vont vers les terres encore meilleures. Et c'est dans cette zone-là qu'on en trouve actuellement. Alors, c'est une zone contrôlée par Amadou Koufa. Parce que vous savez, Amadou Koufa, il a fait toute son enfance au pays Dogon. Et il connaît très bien cette zone. Il a sa base arrière à Diallo, que nous avons toujours repéré et dit. À chaque fois qu'il y a des mouvements qui sont mauvais, nous nous alertons.
Vous alertez, vous dites tout de suite que vous êtes traditionnaliste et que vous êtes lourd et présent dans cette zone. Il y a un auditeur qui pose une question par rapport à ce sujet. On va écouter cette réaction de l'auditeur. C'est trop vraiment mais où parce que nous donzo de bekake yara la ka fo lu fana e donzo doye o ti kibaria kala mala o lu fana noté o bi se ka ke chogodi o bi se ka prévu jumande di mo pour que mo ka se ka fam parce que ko in sera niveau minna fa ka nyeni. D'accord. La question était en bambara. La personne, ce qu'elle dit, je vais résumer ça. Elle demande si vous dites que vous êtes des chasseurs et que les personnes, les présumés auteurs de cet acte seraient également des chasseurs. Vous serez habillés comme des chasseurs. Est-ce que vous avez des preuves et pourquoi vous n'avez pas eu la possibilité de prévenir ce type d'attaque? Nous ne pouvons que nous limiter à informer. Nous avons... Informé avec des armes? Non, nous informons les autorités. Parce que nous avons décidé d'être cantonnés. En septembre, nous avons signé avec l'État un accord pour dire que désormais, nous restons cantonnés dans nos villages, dans nos positions habituelles. Nous n'allons vers nulle part. Et Ourossogou ne fait pas partie de notre zone d'intervention. Nos zones d'intervention sont connues, nos hommes y sont implantés très bien, ils ne bougent pas. Sauf si vous nous agressez. Au moment où nous sommes chez nous, quel que soit le type d'agresseur, quand tu viens, on va te repousser jusqu'au dernier fond de là où tu vas. Ça, c'est très clair. Maintenant, Ourossogou a été attaqué à 4 h du matin. Ceux qui disent que c'est des donzos qui sont venus attaquer, est-ce qu'ils ont pris un donzo là-bas? Quelle preuve ils en ont aussi? C'est ce que nous demandons. C'est aussi simple que ça. Vous dites que c'est des donzos qui sont venus tuer les gens. Quels sont les noms, les donzos que vous avez pu arrêter sur le champ là-bas? Quels sont les donzos que vous avez pu identifier? Tout ça, c'est aussi simple. C'est des arguments comme ça. C'est facile de dire que donzo ou taramro frao. Non, ce n'est pas ça. Mais il faut dire, voilà un donzo qu'on a pris là-bas. Ça, au moins, si cela avait pu être fait, ça allait quand même nous mettre devant les faits. Et nous, nos éléments sont tellement bien gérés par nous que si tu fais des gérés par vous, vous êtes de la branche politique, n'est-ce pas? Nous sommes à Bamako. Est-ce que la branche politique maîtrise réellement la branche militaire? La branche militaire est dirigée par le chef d'état-major qu'on appelle Youssouf Toloba. Et Youssouf Toloba, il a en charge la coordination de toutes les activités de nos différentes bases. Parce que nous avons des camps. Et lui, il est le chef de tous les camps. Dans chaque camp, il y a un chef. Et au niveau de chaque camp, il y a les appels, c'est-à-dire chaque soir, chaque matin, on vérifie la présence de tous. Pour éviter que des personnes sortent du lot pour aller faire de n'importe quoi. D'accord, Mamoudou Bokoum, qu'est-ce que la population de Mopti pense de cette attaque et de la présence de ces mouvements? Bon, au niveau de Mopti, je sais que ce qui est sûr, vraiment, c'est une désolation totale de la part de la population. Une population qui fustige d'ailleurs la présence de n'importe quelle milice, que ce soit Peul, Dogon, Samo, etc. Quelle qu'en soit la milice, la population est contre aujourd'hui. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est avec la création, la multiplication de ces milices que les attaques se sont multipliées. C'est le contraire de leur idéologie, on dirait, parce qu'on suppose que les milices, entre guillemets, vont sécuriser la population et leurs biens. Mais depuis la création multiple de ces différentes milices dans la région de Mopti, les attaques se sont multipliées, il y a plus de morts, c'est dangereux. Et au niveau de la région aujourd'hui, tu fais un sondage, tu trouveras que plus de 90% sont contre ces milices. Deuxièmement, il y a, la population pense également que l'État ne joue pas son rôle. Son rôle, c'est vraiment de garantir la sécurité des populations et de ses biens. Donc, si l'État ne fait pas ce rôle correctement,
cela va de soi que les milices aussi vont tenter d'émerger, et dans cette émergence, il y a ces genres de bavures. Donc, tout est connecté. Donc, ça dépend de l'engagement de l'État à assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Et tant que l'État ne fait pas ce rôle pleinement, nous allons risquer de rester dans cette situation qui vraiment... Qui cause du tort à la population tout entière de la région de Mopti, par ricochet des autres régions même du Mali, parce que c'est une frontière. Il a parlé des camps. Il y a des camps des milices qui sont presque reconnus par l'État. Moi, je crois que c'est l'État qui aurait encouragé ces milices-là, et ils ont perdu le contrôle de la gestion de ces milices. Aujourd'hui, là où je vous parle, nous, on a reçu des informations à travers toute la bande de Toumia jusqu'à Djibasso, etc. Il y a des camps, des éléments qui sont habillés en dozo. Il y a des camps, des centaines de personnes qui se faufilent à travers cette bande-là. Donc, l'État est là. Si les gens les alertent, c'est un problème. Ils vont dire, ouais, on est au courant, jusqu'à ce que... je ne sais pas si c'est les milices ou pas, jusqu'à ce qu'en tout cas un drame se pose dans un village, que tout l'État central se dirige vers là-bas. Il y a un manque d'anticipation dans la gestion de la sécurité des populations de l'Herbien. Donc la population au niveau de la région de Mopti vraiment vit dans une désolation totale, avec l'existence de ces différentes milices, qu'elles soient Peul, Dogon, Bamara, etc. Et désolé vraiment de la gestion de l'État par rapport à la sécurité des populations et de leurs biens. Alors, à ce stade, ce qu'on entend au niveau de l'État, c'est l'ouverture d'une enquête, c'est l'annonce de la dissolution de Dana Amassagoul, c'est des chefs militaires qui ont été relevés de leur poste. Que pensez-vous, docteur Ali Tunkara, de ces mesures-là? Bon, je pense que dans ce genre de situation, très souvent, on succombe au charme du raccourci ou au sensationnel. L'État s'est efforcé à apaiser, comme il faut le saluer, le fait qu'au niveau de la hiérarchie militaire, des actions ont été menées. Mais je pense fondamentalement que cette émergence ou cette multiplication des milices témoigne à suffisance à combien l'offre sécuritaire est mal dispensée par l'État. C'est deux cas. Soit l'État est absent dans certaines localités, soit il est présent, mais sauf qu'il est incarné par des agents qui ne sont pas forcément soucieux par le bien-être des populations. Je pense fondamentalement, la présence de l'État n'est pas forcément gage de sécurité, parce qu'on a vu dans cette région où l'État assure quand même un minimum de présence, que les populations préféreraient d'ailleurs son absence plutôt que de sa présence. Donc c'est pour vous dire que l'offre sécurité elle est déjà mal aperçue par les populations dans leur écrasante majorité, mais dans le même temps, dans aucun pays sérieux, je peux comprendre, dans une situation de crise, que l'État s'appuie sur des groupes, mais de façon vraiment passagère. Mais un État l'État s'est appuyé sur ces groupes? Naturellement, on peut les nier au sommet de l'État, mais pour qui connaît les dynamiques conflictuelles au centre du Mali, on sait pertinemment qu'en 2012, lorsque l'État central quittait ces différentes localités, il a quand même donné un coup de main, si l'on peut le dire ainsi, à un certain nombre de milices qui aujourd'hui lui créent pas mal de difficultés. Donc c'est là. Justement, c'est pour ça que la question qui se pose, c'est au lieu d'annoncer la dissolution du groupe d'autodéfense, pourquoi l'État ne désarme pas tous ces groupes d'autodéfense? Oui, justement, parce que la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que l'État est-il la mesure aujourd'hui d'assurer de façon tout à fait sérieuse l'offre sécuritaire dans toute la région de Mopti? Est-ce que l'État est capable aujourd'hui d'agir sans pour autant distinguer les populations? Est-ce que l'État est capable justement de traiter toutes les communautés de manière équitable et égalitaire? Il est important quand même qu'on le dise ici. L'attitude à laquelle l'État fait l'objet de la région, elle est quand même sélective. On sait pertinemment que certaines communautés ont le sentiment qu'elles sont lésées par le simple fait que les traitements, elles les perçoivent de façon inégalitaire vis-à-vis d'autres communautés. Donc je pense fondamentalement un État qui est soucieux justement des questions sécuritaires doit agir en toute transparence. Un État qui est soucieux de la question sécuritaire ne doit aucunement sous-traiter la sécurité d'une partie aussi sensible. Il faut quand même le rappeler, Mopti est non seulement ouvert à toutes les régions dites au nord du Mali, mais dans le même temps, il fait frontière avec le Burkina, le Niger et la Mauritanie. Donc c'est pour vous dire à combien cette porosité aussi dont la région fait l'objet
en matière de frontières est une évidence. Donc je pense fondamentalement, pour une zone aussi sensible, il est tout à fait absurde pour un État central de vouloir sous-traiter la sécurité à une communauté donnée. Naturellement, l'État, en quelque sorte, il est quand même responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que sa façon d'apporter des éléments de réponse à la demande de sécurité dont les populations ont exprimé ça et là, cette manière me paraît quand même tout à fait appropriée en termes de justice, appropriée en termes d'équité entre les communautés. Je vous donne la parole tout de suite. Est-ce que l'État a sous-traité la sécurité avec vous, Dana Massagou? Pas du tout. Au contraire, c'est ce que je vous disais, non. L'armée nous attaque, mais quelque part, on dit que... L'armée vous attaque? Oui, l'armée a tiré sur un de nos camps une fois. Il y a eu, dans leur communiqué même, ils ont dit qu'ils ont neutralisé 4 bandits, des trucs comme ça. Après, ils se sont rétractés. Mais... D'accord, si vous ne travaillez pas avec l'État, il y a beaucoup d'internautes qui ont posé des questions. Bakary Moussa Harim Maïga demande qui est derrière Dana Massagou, quel est son objectif, qui les finance, qui leur donne des moyens logistiques et quel est l'objectif des personnes qui les financent. Ok. Cette question, c'est sûr que tout le monde va le poser. Le fait que Dana Massagou arrive à résister face à des gens qui sont beaucoup plus riches et qui ont beaucoup plus d'armement et tout ça, notre mode de fonctionnement est simple. Nous ne sommes pas venus d'ailleurs, nous sommes chez nous. On est des cultivateurs. On mange ce qu'on cultive. Dana Massagou, ce sont les enfants du terroir. Ce sont les papas, les jeunes du village. Ils ont leur famille dans le village. Donc, on prépare à la maison. Ils mangent ça. Ils ne mangent pas de l'extraordinaire. Ils vivent de ce qu'ils produisent. C'est la question du qui. Quel est son objectif? Notre objectif, c'est de nous protéger contre le mal. Nous sommes envahis par des personnes qui veulent nous détruire, qui veulent amener tous nos biens, qui sont en train de... D'abord, ils ont commencé par violer les femmes sur la route des marchés. D'accord. Donc votre objectif, c'est de vous protéger et de protéger votre terroir. Nous n'avons rien à faire que de nous protéger. C'est ce que je vous dis, nous sommes financés par nous-mêmes parce que... Avec toutes ces armes que vous avez, les avez vous-même achetées? Justement, nos armes, nous les avons lors des combats avec nos ennemis. Comme qui? Comme ceux qui viennent nous attaquer. Au début, c'était les Peuls qu'on connaissait. Même maintenant, c'est eux les indicateurs. C'est nous qui vivons le fait, on le connaît, on sait qui fait ça. Maintenant, ils sont aidés par d'autres personnes venues d'ailleurs, dont l'identité, nous avons, lors des combats... Les armes que vous utilisez, vous les connaissez? Nous avons commencé à faire notre mouvement avec nos armes. Ce sont tous des chasseurs. Oui, mais les armes que vous utilisez aujourd'hui, est-ce que vous les connaissez? Je viens. Nous avons des armes traditionnelles de Dogon, les fusils de chasse. C'est avec ça que nous avons pourchassé les gens. Et pendant chaque sortie, chaque fois qu'on pourchasse les ennemis, quand ils viennent nous attaquer, on les pourchasse. Et lors des combats, on arrive à récupérer. Parce qu'il y a des morts d'hommes. On prend leurs armes. Eux, ils n'avaient jamais d'armes de fusil de chasse. Eux, c'est toujours des armes de guerre. Parce que c'était des gens bien préparés pour ça. Donc, les armes de guerre, c'est avec eux qu'on a connu. Quand on te tue, on prend ton arme. Et on a quand même des gens qui savent ces armes, qui savent les manipuler. Alors, on prend dans le groupe celui qui sait manipuler ces armes. Selon ces gens qui connaissent ces armes viennent d'où? Ce sont des armes du Mali? Non, c'est les fusils de guerre. Voilà, d'où? Mais on prend ça avec les milices qui viennent nous attaquer. Nous, on ne sait pas d'où ils enlèvent ça. Mais quand même, la première fois, c'est avec eux qu'on a vu ça. Et à chaque combat, quand il y a eu des morts, il y a beaucoup plus de morts de leur côté que de notre côté. Donc, et il y a beaucoup plus d'armes que vous récupérez que vous mais justement, à chaque fois qu'on tue, tu viens me tuer. Je te tue, je prends ce que tu as. Parfois, ils ont de l'argent, parfois, ils ont de la drogue, et parfois, ils ont en tout cas, en plus des armes, ils ont toutes autres choses. Nous disposons de beaucoup de pièces d'identité de ces djihadistes qui sont venus nous attaquer. D'accord. Pourtant, beaucoup expliquent également que la population n'est pas très d'accord avec votre présence. Oui, la population n'est pas d'accord avec la présence des milices. Nous ne sommes pas une milice, c'est ce que je vous dis. Nous sommes chez nous à la maison. On ne se promène pas de village en village. Nous sommes chez nous. Tu viens nous trouver, on te casse la gueule. C'est comme ça. Maintenant,
tu as une milice, tu viens attaquer mon village, mes chasseurs sortent, ils te prennent, on te prend avec tout ce que tu as. Au début, on faisait tout pour capturer les gens et on les remettait à l'armée. Et quand on capture quelqu'un, on le remet à l'armée, la même personne, moins d'une semaine, revient bien armée encore. Et vous aidez l'armée et l'armée vous attaque aussi? Malheureusement. Que pensez-vous de ça, docteur Ali Tounkara? Je pense fondamentalement, lorsqu'on s'attaque aux sources de financement, qu'on soit Peul ou Dogon, une chose est sûre, je pense que beaucoup monsieur Marcelin pourrait difficilement apporter l'argument contraire. On sait pertinemment que dans nos sens urbains, les Peuls, les Dogons, envoie de façon tout à fait irrévocable de l'argent aux parents qui sont restés au village pour s'acheter des armes. Ce n'est un secret pour personne. Et dans le même temps, j'ai quand même évoqué à un moment donné aussi cette porosité des frontières, il ne faut pas l'oublier. Les régions dites nord du Mali étant envahies, donc on a à côté la Mauritanie, le Burkina qui est également en proie à l'insécurité, ainsi que le Niger. Donc naturellement, les armes circulent de façon tout à fait sérieuse dans la région de Mopti. Maintenant, on sait pertinemment que ce sont ces opérateurs économiques qui sont basés dans les sens urbains qui alimentent effectivement ces marchés d'achat d'armement. Dans le même temps, il faut aussi le rappeler, je le dis très souvent, les intellectuels Dogon-Peul qui sont basés dans les centres urbains ont un apport considérable dans la compréhension dynamique conflictuelle parce qu'ils sont les acteurs les plus écoutés, les plus légitimes par les terroirs. Si ce sont eux-mêmes qui alimentent l'offre d'insécurité, il va de soi que les efforts aussi, que l'État s'efforce comme à consentir. Il ne faut pas non plus le gommer, même si l'État est en déliquescence en termes d'offres sécuritaires, il a quand même initié pas mal de projets allant dans le sens de la sécurisation de la région de Mopti. Donc tous ces efforts sont aujourd'hui sapés par le simple fait que les Peuls, les Dogons qui sont dans les centres urbains n'aident pas l'État justement dans ces initiatives allant dans le cadre d'un vivre ensemble beaucoup plus apaisé. Maintenant, au-delà des sources de financement, les acteurs qui animent ces différents conflits, on les trouve de part et d'autre. C'est vrai que les Dogons seraient beaucoup plus structurés en termes de groupe, contrairement aux Peuls, mais on sait pertinemment que les Peuls également attaquent les Dogons et vice-versa. Je crois que fondamentalement... Donc vous pensez qu'il n'y a personne derrière, c'est réellement un conflit ethnique? L'hypothèse d'un complot qui serait venu de l'autre, enfin de l'extérieur, je pense qu'il y a eu une instrumentalisation, ce qui pourrait être beaucoup plus facile à justifier. Je le disais tantôt que les groupes radicaux se sont accaparés de ces frustrations sociales. Les groupes radicaux savaient pertinemment que qu'entre Dogon et Peul, en termes d'accès aux ressources naturelles, il y a des véritables soucis. Qu'entre Peul même déjà, on assiste à une sorte de hiérarchisation en termes de groupes ethniques. Donc tout cela constituait des tares déjà avant même la crise de 2012. Je pense que ce sont ces frustrations qui expliquent le pourquoi aujourd'hui de la récurrence de l'insécurité. Mais au-delà de tous ces éléments évoqués ça et là, il faut quand même le rappeler. Si l'État n'arrive pas à sécuriser les gens, mettez-vous à la place d'un Peul ou d'un Dogon qui se trouverait dans cette localité, qui se voit en insécurité par l'absence de l'État, qui se voit en insécurité par le fait que l'offre sécuritaire qui est proposée par l'État n'est pas adaptée à ses exigences. Naturellement, le sentiment de se protéger sans État ou même de se protéger contre l'État va naître. Je pense, je ne suis pas en train de légitimer ce qui se passe au centre du Mali, mais il y a quand même des logiques formelles qu'il faut avoir le courage de les questionner. Quelle que soit la raison, qu'on soit à Mopti, qu'on soit à Kayi, qu'on soit même à Sikasso, si les populations se sentent en insécurité et qu'elles n'ont pas l'assurance que l'État est capable de s'offrir cette sécurité, il va de soi qu'elle développe des stratégies à partir du local, lesquelles stratégies effectivement rendent l'État-nation tout à fait impossible, lesquelles stratégies ne feront qu'envenimer ces clichés, ces tensions qui ont toujours rythmé le quotidien des populations en dépit de leur cohabitation qui paraîtrait des symbioses, comme le disent les politiques et même les habitants de ces différentes localités. Je pense qu'on a beau expliquer l'état de l'insécurité dans cette localité, la responsabilité de l'État, elle est quand même sans équivoque parce que dans tout pays,
c'est l'État qui a comme fonction régalienne non seulement de sécuriser les populations, mais dans le même temps de sécuriser également leurs biens. Mais franchement, dans le cas précis de la région de Mopti, cette offre sécuritaire, même si l'État s'efforce à la proposer, elle est quand même mal perçue par la population. Elle n'arrive pas à couvrir tous les besoins exprimés par ces dernières. Et la population pense aujourd'hui que la situation se dégrade de jour en jour. Djadje Djibril Keïta sur Facebook dit même Kounou Kafsani billet en disant que hier vaut mieux qu'aujourd'hui. Est-ce le cas pour les mopticiens? Oui, c'est ce que je disais tantôt. La population de la région, quand je dis Mopti, je parle de l'ensemble de la région. Peut-être qu'une zone peut préférer la présence d'une milice, mais quand tu prends la grande majorité de la région, vraiment, elle en a marre de la présence de ces milices-là. Parce que ces milices ont causé des conséquences, ça coûte à des vies humaines, on a vu ça, même des conséquences économiques graves. Aujourd'hui, Mopti est étouffé. Mopti, c'est une ville morte aujourd'hui avec ces mesures que l'État a prises pour fermer les frontières à 18h, pour interdire la circulation des engins à deux roues. Pour qui connaît l'activité de Mopti, principalement, c'est l'élevage et le commerce surtout, et à travers les foires hebdomadaires. Or, les foires, traditionnellement, c'est dans l'après-midi que chacun va réclamer son argent, mais à partir de 16h, tout le monde fuit. Donc, est-ce que vous voyez un peu pourquoi l'État a pris cette décision? Parce qu'elle veut lutter, selon elle, contre cette insécurité qui existe. Et cette insécurité est due à la présence de ces milices aussi qui sont là. Ces milices-là aussi, il y a derrière le fleuve, ils s'attaquent aux forêts, ils s'attaquent aux véhicules qui partent à Ténougouyouarou. Aujourd'hui, tu ne peux pas voyager avec un document, ne serait-ce qu'un ordre de mission pour quitter Mopti, pour quitter Youarou et venir à Mopti. Tu ne peux pas. C'est très compliqué. Donc, c'est une situation qui est là, qui est vraiment dénoncée par tout le monde, mais la population elle est incapable de prendre une certaine mesure, parce que même si elle veut manifester, là-bas, nous, dans la région de Mopti, aujourd'hui, on a vu la marche des enseignants partout, mais Mopti n'a pas osé parce qu'il y a eu un antécédent, des jeunes ont été enfermés parce qu'ils ont tenté de marcher. Donc, il y a toutes ces conséquences-là, c'est dû à l'insécurité qui est à travers la prise de décision pour interdire certaines choses, à travers ces milices, différentes milices. Moi, toutes les milices sont les mêmes pour moi, à travers les différentes milices qui s'attaquent aux forêts. Donc, ça a non seulement coûté à des vies humaines, mais ça a joué beaucoup sur l'économie de Mopti qui est vraiment au bord du gouffre. Je vous dis ça aujourd'hui. D'accord. Voilà. Monsieur Guéguéré, vous dites que vous aidez l'armée, mais est-ce que vous faites confiance à l'armée malienne? Nous sommes obligés de faire confiance en l'armée. Pourquoi ne laissez-vous pas l'armée malienne sécuriser toutes les zones? Merci. Malheureusement, le terrain n'est pas très favorable à cette armée. Ils sont insuffisants en termes de nombre, ils sont mal équipés et ils ne maîtrisent pas les terroirs. Donc du coup, vous voyez qu'ils sont très souvent victimes d'attaques par des mines enfouies par-ci, par-là. Mais vous ne pouvez pas les aider autrement sans prendre les armes, les aider en les guidant par exemple? On les guide. Et vous prenez l'arme également? L'arme, nous prenons l'arme contre des gens qui ont des armes aussi. Quand quelqu'un a un fusil, si tu ne peux pas avoir un fusil de calibre comme lui, il faut au moins avoir un fusil, qu'il sache que toi aussi tu as un fusil. N'est-ce pas le rôle de l'armée d'éviter cela? Justement, c'est parce qu'il n'y a pas ce rôle régalien de l'armée que nous avons été obligés de nous défendre. On nous a imposé cela. Nous n'avons jamais voulu prendre des armes pour aller nous asseoir et laisser nos maisons. D'accord, c'est possible de poser des questions sur WhatsApp à travers le 82 99 11 62 et il y a un directeur de radio qui pose une question, on va l'écouter. Bonsoir Studio Tamani, moi je me nomme Sinali Dao, directeur de programme de la radio Patriote à Bamako. À partir de ce jour où Dana Amassagou est dissous par les plus hautes autorités maliennes, quelle va être
la position de ce groupe d'autodéfense, puisque, à mon sens, moi j'ai compris que ceux qui ont été tués n'étaient pas que des Peuls, il y avait aussi des Dogons. Pour éviter l'amalgame, est-ce que Dana Ambassagou va chercher à se faire comprendre ou se justifier aux yeux des autorités de l'opinion nationale et internationale? Qu'allez-vous faire maintenant? C'est ce que je disais. Nous avons pris acte de cette décision du gouvernement. Nous demandons tout simplement au gouvernement de prendre les dispositions pour venir sécuriser porte par porte, maison par maison, village par village, l'ensemble des villages du pays Dogon. C'est pas trop demandé, porte par porte? Non, oui, ça c'est un terme. Sinon, pour dire que quand vous prenez l'ensemble du pays Dogon, on envoie des militaires poste par poste, 50, 30, 20, par-ci, par-là, avec 3-4 véhicules. La zone est trop importante pour ça aujourd'hui. C'est-à-dire, nous avons même donné un schéma de cantonnement que l'armée pourrait faire. On a dit tel point, tel point, tel point, tel point, vous mettez les hommes. En termes de renseignement, nous sommes prêts à donner les renseignements. Ça, c'est quand même une part de responsabilité que nous avons voulu prendre. D'accord, mais déjà votre dissolution est annoncée par les autorités maliennes. Est-ce que vous allez déposer les armes? Non, on a dit que nous sommes dissous. Je dis qu'on a pris acte. Mais quand même, Dana restera. Et ça, c'est très clair. Restera et armé. Dana est toujours armé. Quand on dit un chasseur, c'est pour chasser. Il a toujours son fusil au moins. N'est-ce pas? Nous, jusqu'à ce que l'État vienne sécuriser toute la zone, nous attendons. D'accord. Jusqu'où cette situation va-t-elle nous mener, docteur Ali Tounkara? Bon, je pense qu'il faut clairement une réforme de l'État. Il ne faut pas aller avec le dos de la cuillère. Il serait extrêmement important de ne pas... Excusez-moi, vous parlez de réforme de l'État. Il y a Modibo Yacouba Diarra et Gaston Di Amba Oyi Somboro qui demandent où en sommes-nous avec le fameux, c'est ce qu'ils disent, plan de sécurisation du centre initié par le Premier ministre. Combien de temps le centre doit-il attendre pour voir les effets de ce plan? Je pense que les initiatives qui sont prises par le pouvoir central, elles sont à saluer naturellement, mais sauf que, à mon entendement, elles ne tiennent pas suffisamment compte de la dynamique du terroir. Pour qui connaît aujourd'hui toutes ces situations de conflictualité de la région de Mopti, naturellement, je pense que la seule réponse militaire me paraît même à la limite marginale. Aujourd'hui, on ne peut aucunement arriver au bout de l'insécurité que si seulement si les populations, qu'elles soient Dogon ou qu'elles soient Peul, soient sérieusement associés justement à l'ingénierie militaire. Mais on s'aperçoit quand même que les militaires qui sont envoyés dans ces différentes localités en proie à l'insécurité n'ont pas cet ancrage déjà du terroir. Très souvent, ils ne sont pas aidés par les populations ou sont même, à la limite, les populations sont même inquiètes par leur présence. Donc c'est pour vous dire que pour les cas précis de la région de Mopti, il me paraît fondamental de commencer primo abord à rendre la justice de façon égalitaire et équitable lorsque un citoyen lambda est pris avec ses armes, que l'État justement lui juge et que les sanctions infligées lui soient sérieusement appliquées sans que magistrats Dogon et magistrats Peul n'interviennent. Il est extrêmement important lorsqu'on veut désarmer des groupes armés, que le désarmement soit de façon égalitaire et équitable. Vous n'allez pas laisser quand même une partie de la population armée au nom de son appartenance ethnique ou au nom de son appartenance géographique et vouloir désarmer l'autre partie. Vous voyez quand même que l'État, il est quand même en contradiction absolue. C'est exactement l'attitude à laquelle l'État fait l'objet également dans les régions dites nord. Des populations se sentent obligées par l'État de se désarmer, tandis que ces mêmes populations voient d'autres populations qui sont munies des armes. Je pense que lorsqu'on traite de communautés... Est-ce qu'une solution serait d'intégrer ces groupes d'autodéfense qui maîtrisent ces zones à l'armée? Je fais partie de ceux-là qui pensent fondamentalement qu'il ne
faut pas jouer avec la question du désarmement ou de réintégration parce qu'un groupe serait muni des armes. Et il est extrêmement important de ne pas déplacer le centre de gravité en ne voyant que le seul levier sécuritaire. Et il est important aujourd'hui de se questionner sur comment la justice est rendue à Mopti, sur comment effectivement les différents acteurs sont traités, qu'ils soient Peul, qu'ils soient donc vous allez dans un simple poste de contrôle. Si vous avez un physique d'appartenance Peul, naturellement, vous allez subir plus de contrôle que celui qui serait d'obédience. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte de ces traitements inégalitaires, mais dans le même temps, il faut questionner les fonciers à Mopti, il faut questionner la gouvernance. En un mot, qu'est-ce que vous voulez réellement, Dana Massagou? Bon, nous, Dana Massagou, quelque part, on a dit que... En un mot, qu'est-ce que vous voulez? Bon, il n'y a pas d'un mot pour finir. Hein? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Nous, on reste toujours Dana Massagou. On est Dana Massagou. Est-ce que vous êtes malien? Mais nous sommes plus que maliens parce que c'est au Mali seulement que vous allez trouver un pays dans un pays et le pays de Gouin est mieux connu que le Mali lui-même. D'accord, merci. Nous reviendrons sur ce thème du grand dialogue. D'autres émissions vont suivre. Le thème, c'était sécurité. Qu'est-ce qui se passe au centre du Mali et quelle solution à cette situation? Nos invités, Marcelin Guéguéré, porte-parole du mouvement d'autodéfense Dana Amassagou, Dr Ali Tunkara, sociologue, Mamoudou Bokoum, directeur de la radio Kaoural à Mopti. Je suis Mohamedou Touré. Mise en onde assurée par Mamadi Keïta, la régie vidéo Peting Diara. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.